Bonjour, bienvenue dans le premier épisode de cette série de podcasts sur le tantrisme et la sexualité masculine. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aliam, je suis masseur tantrique depuis 15 ans et je voulais partager avec vous les découvertes que j'ai faites au fil des ans. Dans cette série de podcasts, je vous présenterai mon travail, les usages du tantrisme moderne et surtout, je partagerai avec vous ma vision et je vous donnerai des conseils pour vous aider à mener une vie sexuelle plus satisfaisante. Nous explorerons ensemble comment améliorer votre sexualité, non pas en termes de quantité, mais bien sûr de qualité. Je travaille en tant que masseur tantrique pour hommes exclusivement, hétérosexuels ou homosexuels, dans des proportions équivalentes. Les hommes avec lesquels je travaille ont entre 19 et 80 ans environ, viennent de tous milieux sociaux et ont tous en commun l'envie de découvrir ce que c'est que d'être touché par un homme d'une manière qu'ils n'ont probablement jamais expérimenté auparavant. Ceci étant dit, j'encourage les femmes à écouter et prendre une part active à cette série car je pense qu'il s'agit d'une opportunité de nous comprendre un peu mieux, d'avoir une idée de ce que sont nos désirs et de ce qui se passe quand il n'y a plus de pression et que les portes se ferment pour protéger notre intimité. Dans cette série, nous parlerons beaucoup de sexualité en tant qu'outil de croissance, de développement personnel, de conscience du corps, de l'énergie, des relations et de beaucoup d'autres choses encore, je pense. Mais par-dessus tout, nous resterons ancrés dans la réalité concrète des choses, bien que nous aborderons des sujets abstraits tels que les émotions, l'énergie vitale, les sensations. Durant cette série, je vous encourage vraiment à poser vos questions, à commenter, à partager vos expériences et même à proposer des sujets que je pourrais peut-être traiter. Voilà. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler du tantra et du massage tantrique, mais je sais qu'il existe beaucoup de confusion autour du sujet. J'ai donc pensé que la première chose à faire était de vous expliquer tout simplement de quoi il s'agit. Donc j'ai choisi de procéder en deux parties. La première, je vais vous expliquer ce que c'est que le tantra un petit peu, brièvement, un vrai petit résumé. Et puis ensuite, je vous expliquerai comment il s'intègre naturellement dans un massage. Alors, le tantra, c'est une branche de l'hindouisme et du bouddhisme qui est vieille de plusieurs millénaires. Je dois aussi commencer peut-être par vous avouer une chose, c'est que l'aspect académique, théologique, des choses ne m'intéressent pas beaucoup. Mémoriser des noms, des dates de gens, d'événements qui sont passés des siècles, plutôt, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse là-dedans. Ce qui m'intéresse, c'est l'aspect vivant du tantra, la façon dont il vit et vibre aujourd'hui à l'intérieur de nous. Et surtout la manière dont il peut nous servir dans nos vies, tout simplement. C'est vraiment de cela dont il sera question dans cette série. De cet aspect vivant et utile, presque pragmatique. Alors, certaines personnes qui pratiquent le tantrisme sont vraiment versées dans la théorie des choses, le tantra rouge, le tantra vert, le tantra blanc, la main gauche, la main droite. Moi, j'avoue simplement, honnêtement et respectueusement que je n'en ai rien à faire. J'ai rien contre non plus, mais c'est vraiment l'approche pratique qui m'intéresse et comment elle s'applique non seulement à nos vies quotidiennes, mais aussi et surtout aux gens qui n'ont aucune idée de tout ce que cela est. Et donc, les gens qui, à mon avis, en ont le plus besoin, évidemment. Voilà. Une autre chose encore qui est importante à dire, c'est que le tantrisme, en tant que branche religieuse et philosophique, était plutôt réservé à une élite. C'était vraiment quelque chose de presque secret, hein, une toute petite niche qui était très codifiée aussi. C'était une pratique qui était énormément codifiée et ritualisée.
Donc voilà, on peut pas s'attendre à une superposition exacte des choses telles qu'elles étaient dans notre monde d'aujourd'hui. Par exemple, il était impensable de pratiquer du tantrisme entre deux hommes ou entre deux femmes. C'était vraiment quelque chose de très codifié au niveau des genres, donc c'était typiquement un homme et une femme. Aujourd'hui, on prend les choses dans un sens un petit peu moins littéral. Mhm. Euh, voilà. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà la signification du mot tantra. Sinon, préparez-vous à apprendre quelque chose de nouveau. La signification la plus communément acceptée, parce qu'il y en a plusieurs, c'est tisser. C'est le mot tisser. En fait, c'est tisser les fils de la chaîne et les fils de la trame ensemble. Et ce fait-là, déjà, nous renseigne énormément sur ce que c'est que le tantra. Il s'agit dans le tantra d'unifier des parties, de faire un tout avec des choses qui sont éparses et différentes, et aussi des choses qui sont sur un autre niveau, hein, parce que la chaîne et la trame, c'est dans la pratique du tissage, c'est les fils verticaux et les fils horizontaux. Donc si on décode ça, ça symbolise donc ce qui se passe horizontalement, c'est ce qui se passe sur Terre, dans le monde quotidien, dans le monde matériel, le monde de tous les jours, quand on prend sa voiture, qu'on se brosse les dents, qu'on fait la vaisselle, et qu'on vit aussi nos vies, nos relations. La symbolique verticale, c'est ce qui se passe entre le ciel et la terre, c'est-à-dire entre l'esprit et la matière. C'est l'élévation des choses. Donc rien qu'avec le mot tantra, sa signification, on comprend déjà beaucoup de quoi il est question, et pour moi, c'est déjà tout est dit en fait dans cette compréhension-là. Tout est révélé, tout est résumé. On pourrait dire que les pratiques spirituelles orientales, surtout dans le bouddhisme et l'hindouisme, on pourrait les résumer très, très facilement à la recherche de l'illumination, la libération du karma, la roue de la souffrance, des choses comme ça. Trouver la pleine conscience. Ça, vous avez sans doute déjà entendu parler de ça. On élaborera, on parlera encore et encore de cette pleine conscience, à mon avis, dans cet épisode et dans les épisodes suivants. En quelques mots, pour résumer, dans ces philosophies, la condition humaine est une condition de souffrance. Malgré les joies, les plaisirs de la vie qu'on peut tous expérimenter, nous rencontrons tous la souffrance à un moment donné de nos vies, plutôt même à plusieurs moments, sous la forme de la maladie parfois, de la perte. Hein. Tout le monde est amené à expérimenter la perte d'une façon ou d'une autre. Et puis bien sûr, il y a la vieillesse, la dégradation du corps et finalement la mort. On connaît tous la fin, même si on ne sait pas forcément ce qui se passera avant ni quand elle arrivera. Et c'est voilà, le lot commun de l'humanité. Que l'on soit riche ou pauvre, nanti ou non, nous sommes tous soumis à ces événements, ces causes de souffrance. Ce qui peut bien sûr causer des peurs, des angoisses, des désirs de fuite, des envies de s'échapper de cette réalité-là, de s'illusionner aussi, hein, de vouloir ne pas avoir cette vérité-là en face, et pourtant elle fait partie de la vie.
On l'apprend, on le comprend très très tôt. Quand on est enfant et qu'on se fait un bobo, on comprend déjà que la vie n'est pas complètement douce et complètement facile à tout instant. Dans ces, euh, dans ces philosophies, certains ont cherché et ont découvert qu'en embrassant, en transcendant ces aspects difficiles de la vie, on pouvait trouver un soulagement, un vrai soulagement à ces douleurs, à ces blessures que peuvent apporter certains événements de la vie, et finalement même une paix qui s'installe profondément, et une vraie liberté face à ces difficultés. C'est-à-dire on peut regarder la maladie, la vieillesse, la mort, la dégradation, et en même temps ressentir une réelle paix à travers une acceptation, à travers c'est simplement une forme de regard qu'on porte sur la vie. C'est simplement une forme de réaction ou de non-réaction à ce qui se passe autour de nous. Alors quand je dis non-réaction, ça veut pas dire qu'on réagit pas si on voit quelqu'un de malade ou si on se voit soi-même malade, mais ça veut dire simplement que on ne se bat pas contre cela, on l'accepte et on laisse cet événement se dérouler, on le laisse nous traverser euh, sans essayer ni de s'accrocher à lui, ni de le transformer en quelque chose d'autre, simplement en le vivant. En d'autres termes, on laisse l'énergie circuler librement. Et là, on est vraiment aussi dans le sens profond du tantra. Euh, cette forme d'acceptation, cette forme de paix, de liberté, euh, qui s'appelle aussi donc pleine conscience, hein, c'est ça, c'est aussi un des visages de l'amour. Un des visages de l'amour qui fait que vous savez, comme on dit, quand on aime vraiment quelqu'un, on ne cherche pas à le changer. C'est un petit peu la même chose. Quand on aime la vie, quand on s'aime soi-même, on accepte les choses un petit peu comme elles viennent. Ça, c'est un sujet qui est vraiment très très profond et qui est très complexe et difficile. Donc, je m'attends pas à ce que quelqu'un qui n'ait jamais entendu parler de ça ou très peu, puisse complètement le concevoir. N'attendez pas ça de vous. C'est juste pour vous donner une idée assez brève, assez résumée, mais assez concrète en même temps du point final, parce que c'est ça le point final. En même temps, pour ma part, je pense qu'il est vraiment tout à fait possible et tout à fait faisable pour tout un chacun, pour vraiment n'importe qui, d'arriver à un état d'acceptation de la vie qui nous laisserait en paix. Euh, Vous avez sans doute expérimenté des moments comme ça dans votre vie, euh, où des choses parfois difficiles vous sont arrivées, puis vous les avez regardées et ok, c'est pas, c'est pas la fin du monde, c'est pas, on continue de vivre et on fait ce qu'il faut faire, on fait ce que la situation nous demande, mais on n'en fait pas un drame, ça nous anéantit pas. C'est un petit peu ça qu'on cherche. Et je pense vraiment, très sincèrement, que c'est ce que tout le monde cherche au fond, c'est ce dont tout le monde a envie, c'est ce que tout le monde désire, c'est ce que tout le monde cherche d'une manière ou d'une autre. Parfois ça peut être simplement, parfois ça peut être plus frénétiquement, à travers des addictions, à travers des comportements qui peuvent être difficiles, source de souffrance aussi. Mais je pense vraiment très sincèrement que c'est ce que tout le monde cherche tout au fond, tout au fond, tout au fond. Voilà.
C'est aussi ce que les humains ont cherché de tout temps, à mon avis, en créant des rituels, en priant des dieux, en brûlant de l'encens, en faisant des sacrifices, en consommant des plantes entéogènes, en faisant appel aux forces invisibles de l'univers. Ils cherchaient en fait à apaiser leurs âmes, à se libérer d'une souffrance pour les guider. Ils priaient vraiment pour être guidés vers une lumière, vers une connaissance, une conscience. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée grossière de ce que c'est que le tantra et son but ultime. Maintenant, une des particularités vraiment très intéressantes dans le tantra à mes yeux, c'est que c'est une branche spirituelle qui, au contraire de beaucoup d'autres, euh, n'a pas rejeté le corps. On le sait, hein, beaucoup de religions, que ce soit dans l'hindouisme, même la religion chrétienne, beaucoup beaucoup d'aspects de ces religions ont rejeté le corps, hein, avec l'ascèse, pas de sexualité, une frugalité, un rejet de l'aspect matériel des choses terrestres. Le tantra, c'est vraiment tout le contraire. Le tantra, c'est une branche de la spiritualité qui cherche l'éveil à travers les sens, donc à travers le corps. Et c'est ce qui fait que non seulement elle n'a pas rejeté le corps comme un poids mort empêchant l'évolution, euh, mais au contraire, elle a pris le corps et elle en a fait la base de son travail. Et c'est là pour moi que c'est quelque chose de vraiment à la fois intelligent, parce que je ne sais pas qui a eu cette idée en premier de nier le corps, mais c'est un combat perdu d'avance. Tant qu'on est vivant, vous pouvez le nier autant que vous voulez, votre corps, il est là. Tant qu'on est en vie, on ne peut pas nier ses besoins physiques, on ne peut pas nier sa biologie, on ne peut pas nier sa sexualité. Ce sont des choses qui existent, qui sont des impératifs biologiques, hein. C'est gravé dans notre corps par la vie, par la nature. Par des forces qui nous dépassent bien largement, et je parle même pas de forces spirituelles, je parle de simples forces biologiques, hein. C'est des lois, c'est les lois de la vie. Et se battre contre ça, je pense que c'est un combat perdu. Ça veut pas dire qu'il faut faire tout ce qu'on veut quand on veut. Ça veut pas dire qu'il faut obéir à ses pulsions non plus. Il faut vraiment pas confondre euh, ces choses-là, parce que c'est des choses qui sont complètement différentes et qui se passent à des niveaux complètement différents. Mais euh, voilà, je trouve que pour ma part, je pense que c'est pas très productif de nier l'aspect physique, de nier ses besoins. C'est vraiment, à mon sens, contre-productif. Et dans ma pratique du tantra, c'est tout le contraire que je cherche à faire. C'est au contraire d'essayer de prendre les besoins, de les entendre, de les reconnaître, et bien sûr de les nourrir. C'est à mon sens la seule chose qui peut nous permettre de grandir, d'évoluer. C'est comme un enfant a besoin de nourriture pour grandir, pour construire son cerveau, pour construire ses os, pour croître, voilà, tout simplement. Il n'y a pas de... C'est tout ce qui est vivant. Un animal, une plante a besoin de certaines nourritures. Nous, on est des êtres qui sommes très complexes. On est à la fois biologiques, on est à la fois très intelligents, mentaux. On a un mental aussi qui est très fort, le plus fort probablement de toute la Terre. On a aussi cette part spirituelle, cette part affective. Toutes ces parts-là, elles ont besoin d'être nourries. Si elles ne le sont pas, on ne peut pas avancer correctement. Si vous ne donnez pas un sol approprié et de l'eau à une plante,
elle va montrer des signes de dépérissement, elle va s'affaiblir, elle va être plus sujette aux éléments, aux maladies, à la brûlure du soleil. Et finalement, elle va mourir. Si elle est vraiment pas nourrie dans tous ses besoins, elle va s'éteindre. Et si seulement certains de ses besoins, si elle est en carence, hein, comme un être humain ou n'importe quel animal, s'il y a des carences, ça va poser des problèmes. C'est la même chose. C'est vraiment la même chose. On peut transposer ça à notre être tout entier, à notre part spirituelle, notre part mentale, notre part physique, affective. Donc le tantrisme, c'est quelque chose qui est très intéressant pour ça, euh, dans ce qu'il cherche à atteindre l'ouverture de la conscience, la croissance de la conscience, l'éveil, à travers la présence intérieure. Ça, c'est aussi bien sûr très important, présence intérieure, une vigilance, une conscience, mais aussi la prise en compte du corps, des sens. Pour moi, en cela, ça s'apparente vraiment à un art. Une autre chose qui est vraiment intéressante dans le tantra, et qui découle directement de ce que je viens de vous dire, c'est qu'il ne requiert aucune étude, aucune connaissance spécifique. Il n'y a pas besoin d'un rituel lourd. On peut créer ces rituels soi-même, à sa façon, et sans que ce soit, sans qu'il soit un poids, mais au contraire un jeu même, et un plaisir en tout cas. Donc c'est quelque chose qui est vraiment accessible à tout le monde, n'importe où et n'importe quand. Donc ça, c'est vraiment très très précieux, je trouve, une voie spirituelle. C'est que certaines voies sont vraiment difficiles d'accès et d'autres sont accessibles d'emblée, et c'est le cas du tantrisme. Surtout comme il est pratiqué, bien sûr, aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, je parle de tantrisme pour être vraiment exact, et vraiment juste et vraiment précis. Ce que je devrais dire plutôt, c'est néo-tantrisme. Parce que ce qu'on pratique comme tantra aujourd'hui a vraiment évolué et est vraiment différent de ce qui était pratiqué à la base, tout en ayant la même racine, le même cœur, et c'est ce cœur-là qui est le plus important, hein. L'autre chose qui est fantastique dans le tantra, c'est que c'est une pratique holistique. Alors c'est un gros mot. Ce que ça signifie holistique, c'est que ça prend en compte tous les aspects de l'être. Euh, donc spirituel, mental, émotionnel, physique, et même sexuel dans une certaine branche du tantrisme originel, et aussi du tantrisme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Ce qui s'explique vraiment très facilement et qui est venu complètement naturellement, puisque travailler spirituellement, énergétiquement à partir du corps et des sens, ça a naturellement mené à une certaine sensualité, hein, on retrouve vraiment la même racine étymologique. Euh, et de ça, il y avait vraiment qu'un pas à franchir, que certains déjà anciens le ont franchi, euh, pour arriver jusqu'à utiliser la sexualité. Ça, c'est quelque chose de très intéressant et aussi de très intelligent, parce que la sexualité, c'est un domaine qui intéresse bien sûr beaucoup de gens, mais aussi qui est particulièrement puissant dans l'expérience humaine. La sexualité est probablement l'expérience qui a le potentiel de puissance le plus élevé dans une vie humaine. Euh, c'est juste quelque chose d'assez fantastique et qui serait dommage de laisser de côté. La spiritualité aujourd'hui est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus franche, beaucoup plus directe et beaucoup plus préhensible et accessible. C'est ce qu'elle se veut être,
et c'est ce qu'elle se doit d'être. Parce que c'est quelque chose qui fait partie, à mon sens, de la vie, et ça ne doit pas être séparé du reste. Et séparer une partie, un aspect de notre nature, c'est nous séparer de tout le reste. Parce que si on ne fait pas un, on fait plusieurs. Et si on fait plusieurs, on n'est pas unifié. Et je crois pas, tout simplement, parce qu'au final, ce qu'on cherche, c'est pas si compliqué que ça, c'est être bien dans la vie, c'est être heureux dans la vie, c'est se sentir OK avec ce qui se passe autour de nous, c'est se sentir avancer dans la vie, plus comme surfant sur une vague que heurtant des obstacles après obstacles. Et je pense que c'est quelque chose de plus facile à faire quand on fait un avec son véhicule. Son véhicule, c'est son corps. Ok. Donc la sexualité comme un moteur de vie, quelque chose de créatif, la force la plus créative de quoi? L'univers peut-être, parce que c'est la sexualité qui nous produit. Hein, sans sexualité, il n'y a pas de reproduction. Si vous êtes vivant, vous savez que vous avez pris votre source dans l'acte sexuel de vos parents. C'est grâce à ça que vous existez aujourd'hui, qu'on existe, hein, que moi aussi, c'est pareil, je ne suis pas sorti d'un œuf. Et même si je l'ai sorti d'un œuf. Voilà, donc intégrer cette sexualité à une pratique énergétique et spirituelle lui donne une puissance qui n'a pas de pareil. Et dans l'autre sens, intégrer la sexualité et la spiritualité ensemble peut permettre à des gens qui n'ont pas de point d'entrée dans la spiritualité, pardon, de prendre un premier contact avec. Parce que la sexualité, c'est quelque chose de commun à tout le monde. La spiritualité, c'est un petit peu différent, même si on l'a tous à l'intérieur de nous. Il y a beaucoup de gens qui vont pas la pratiquer. C'est quelque chose qui a été beaucoup manipulé, malheureusement, à travers les âges. Les religions ont beaucoup cherché à s'accaparer au fur et à mesure de leur existence et de leur développement du pouvoir sur les gens, de la richesse, on le sait, hein, je suis pas en train de vous dire quelque chose de nouveau. Donc c'est des choses qui ont été beaucoup déformées, utilisées plus comme des outils finalement de contrôle, c'est-à-dire l'exact inverse de ce qu'elles sont censées faire, parce que la spiritualité, elle est censée rendre les gens plus libres, plus indépendants, plus heureux, et gratuitement. Hein. La spiritualité, vous êtes censé la vivre dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit, bien sûr. Et elle vous amène à une forme d'élévation. Si vous pratiquez une spiritualité qui vous enferme et qui vous empêche, je pense que vous n'êtes tout simplement pas sur le bon chemin et qu'il faut réévaluer les choses. Voilà, dans l'hindouisme, on a aussi un très très beau symbole, c'est le symbole de la Kundalini. La Kundalini, c'est un symbole qui est représenté par un serpent qui dort à l'intérieur du corps, à la base de la colonne vertébrale, qui est lové dans le pelvis, et qui représente la conscience. Dans le tantrisme, qu'il utilise la sexualité ou non, ce qu'on cherche à faire, c'est éveiller cette conscience, ce serpent, et le faire monter à travers les centres énergétiques, qu'on appelle chakras dans le système hindouiste, c'est-à-dire donner en fait de la conscience à chaque aspect de notre vie. Les chakras représentent tout simplement des aspects de l'expérience humaine, la corporalité, la physicalité, la sexualité, l'émotion, l'amour, l'expression, la conception, la perception. Tout ça, c'est des concepts assez fondamentaux, et c'est ce que représentent les chakras, tout simplement. Donc quand la Kundalini s'éveille, elle monte à travers ses centres, et elle
elle apporte une conscience, elle devient témoin de ce qui se passe et elle amène aussi avec elle non seulement une décharge d'énergie, mais aussi une conscience, un regard clair. Et quand elle arrive tout en haut, c'est-à-dire au niveau du sommet du crâne, c'est le dernier des 7 chakras principaux, là on atteint l'éveil. Dans le tantrisme, c'est comme ça qu'on travaille. On travaille vraiment avec cette énergie vitale-là. On cherche à la réveiller. On prend vraiment les deux premiers centres énergétiques, les deux premiers chakras de base, le corps, la corporalité, le premier chakra, qui se trouve au niveau du périnée physiquement. Le deuxième, juste 2 doigts en dessous du nombril, c'est le chakra de la sexualité, de la créativité, des émotions. Donc on utilise vraiment cette énergie-là dans un massage tantrique. On va la réveiller et on va la faire circuler pour la faire progressivement monter. Voilà, pour cet épisode, je vais essayer de ne pas être trop long. Il y a encore juste quelques petites choses que je vais ajouter. Donc, pour embrayer sur la deuxième partie, comment on applique le tantrisme à un massage tantrique, c'est ce que je viens exactement de dire, c'est-à-dire que on va pratiquer un massage qui va viser à l'éveil de cette énergie, qui va viser à la non seulement réveiller, mais aussi à la répandre pour permettre à cette énergie de circuler plus librement et la plupart du temps aussi bien plus intensément. Pour travailler en travaillant avec quelque chose d'aussi subtil, d'aussi vivant, on comprend que c'est quelque chose qui n'est pas très mécanique. Le massage tantrique, c'est pas un massage qui est vraiment très technique, c'est un massage qui est très ressenti et qui s'accorde avec non seulement la personne, bien sûr, en premier lieu, qui le reçoit, mais aussi l'énergie du moment, le moment de la journée, l'énergie qui circule, qui est présente. On travaille vraiment avec ce sens de présence. En fait, on perçoit le monde à travers nos sens, et c'est ce qu'on cherche à connecter pour nous relier, pour nous guider. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire encore là-dessus pour ce tout premier épisode d'introduction. Je peux vous dire que bien sûr c'est une forme de voyage, c'est une forme de rencontre avec soi-même quand on bénéficie d'un massage tantrique, et entre bien sûr le masseur et la personne qui le masse. Il y a quelque chose d'assez fantastique dans ce travail. Moi, ça fait vraiment beaucoup d'années et beaucoup de séances à mon compteur. Donc j'ai rencontré énormément de gens et j'ai donné énormément de massages à des gens très différents. Et une chose dont je me suis aperçu, c'est que entre deux personnes, il y a toujours une connexion, une façon qu'on a de nous lier, quelque chose qu'on réveille l'un dans l'autre. Et ce qui est très très beau, c'est que c'est à chaque fois unique. Il n'y a pas deux connexions qui sont similaires. Quelqu'un va réveiller en moi telle et telle chose, faire appel à telle et telle partie de moi, éveiller tel ou tel sentiment, telle ou telle émotion en moi. Et ce sera toujours unique. Et ça va dans les deux sens, bien sûr. Ça, c'est quelque chose d'assez fantastique que je serais bien contente de pouvoir un petit peu creuser avec vous au cours de ces séries. Voilà, c'est une petite aventure à chaque fois, c'est un petit voyage à chaque fois qu'on fait pour soi-même et pour l'autre. Donc moi, je me vois un petit peu dans cette aventure comme le pilote ou le commandant de bord. C'est-à-dire que oui, je dirige les opérations, hein, mais en même temps, je fais aussi le voyage à ma manière, d'une façon complètement différente, puisque moi, je ne pars pas en vacances, mais voilà. Et puis pour la personne qui se laisse guider, là, c'est un voyage qui est vraiment
souvent une découverte, de nouvelles sensations, de nouvelles énergies qui s'éveillent à l'intérieur. Ça, c'est assez beau parce que une fois que c'est éveillé, ça reste réveillé. La sensation, elle s'efface au fur et à mesure que le massage s'éloigne, évidemment, mais l'ouverture, elle reste. Et à partir de cette ouverture, on peut grandir, construire et ouvrir encore et encore. Donc c'est quelque chose que j'aime vraiment, vraiment beaucoup faire. Moi, j'ai attendu vraiment très longtemps dans la vie pour m'inscrire dans une carrière. Et j'ai pratiqué le massage pendant plusieurs années comme un à côté, en pensant que je pourrais peut-être pas en vivre ou que ça me suffirait pas à différents niveaux, pas seulement financiers mais aussi intérieurs. Et puis très vite, cet aspect énergétique et tantrique est venu s'immiscer dans une pratique qui avait commencé comme une pratique de massage de relaxation en fait, hein. Et très vite s'est transformé et au fur et à mesure de mes apprentissages, de mes propres expériences, de ma propre évolution spirituelle, énergétique, personnelle et même sexuelle. Les choses se sont vraiment approfondies, transformées, enrichies. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé ça très très beau. Moi, je suis assez, et même très content de la façon dont les choses se sont déroulées parce que j'avais un petit peu de mal à trouver ma place. Et finalement, en fait, ma place, elle était là tout du long. Et maintenant, il m'est donné de faire quelque chose qui non seulement me passionne, mais aussi met dans le monde, place dans le monde des valeurs euh, qui me sont chères parce que, euh, bien sûr, non seulement j'aide les gens à se relaxer, ça c'est toujours très impressionnant. Encore hier, j'ai eu quelqu'un qui est arrivé, il venait du boulot, il était pris dans les bouchons, il respirait très vite, il était pressé, il devait garder son téléphone allumé parce que le boulot allait peut-être appeler, peut-être pas, alors qu'il était déjà 18-19 heures. Euh, le voir arriver comme ça et le voir sortir avec des mouvements beaucoup plus lents, beaucoup plus posés, une respiration beaucoup plus profonde, un sourire un peu béat sur son visage, tranquille et me remercier. Voilà, déjà rien que ça, c'est fantastique de mettre ce type d'énergie-là dans le monde, mais en plus, voilà, donner des nouvelles sensations, soulager des douleurs, ça on en parlera aussi complètement dans des épisodes qui seront dédiés vraiment à ces thèmes-là. Euh, Aider à l'ouverture de la conscience et puis mettre une forme d'amour, hein. C'est vraiment un travail qui parle d'amour. Et voilà, mettre cet amour dans le monde, c'est très 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 beau pour moi. Et sur ce bon mot, je vais arrêter ce premier épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions, des demandes, des commentaires, n'hésitez pas à les poster, à souscrire aussi pour avoir les prochains épisodes. Et voilà, il y a encore plein d'autres sujets à traiter, donc il y aura encore plein d'autres épisodes. J'ai beaucoup apprécié faire ce premier et j'ai hâte de faire les autres. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous, aimez-vous et à bientôt.